Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes et merci d'être là avec nous. Bienvenue sur ce web colloque qui va nous maintenir, vous et nous ici, en lien toute la journée. Merci, grand merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous virtuel, mais néanmoins réel. Et on a un petit peu l'habitude, tous autant qu'on est depuis un an, à avoir dû transformer des événements où on devait se rencontrer, se voir, se parler les yeux dans les yeux, en des événements qui se tiennent à distance. Mais avec le temps, eh bien, on a appris à faire de mieux en mieux. C'est ce qu'on va tenter de faire ici aujourd'hui grâce à toutes les personnes, toutes les structures qui portent ce grand programme Live Tourbière et qui ont vraiment mis beaucoup d'énergie pour organiser ce moment au mieux et pour que vous vous sentiez inclus aussi dans ce web colloque, puisque c'est un web colloque. Les mots nouveaux sont nés comme ça depuis un an. Un web colloque qui vous est proposé. On va même parler plus d'émissions de télé. On va en faire 3. On va prendre le temps parce qu'il en faut du temps pour prendre la mesure de ce qu'a été ce programme Live Tourbière du Jura qui a duré 7 ans. Comment il est né ? Comment il s'est déroulé, quels étaient ses objectifs, ont-ils été atteints? On a 10 000 questions à poser. L'idée de cette journée, c'est finalement de partager les expériences, que ceux qui ont participé à ce programme vous expliquent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont mis en place, pour que, éventuellement, à l'autre bout de la France ou ailleurs, certains d'entre vous se disent « Ah ok, on peut le faire en fait, c'est possible et ça vaut le coup ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de plonger dans l'univers, dans le paysage, dans ces tourbières jurassiennes et dans cette ambiance absolument spécifique, ça c'est sûr, et puis aussi plutôt splendide. On regarde. C'est beau quand même, pour ceux qui ne connaissaient pas. Ça valait le coup de commencer ce colloque avec ces images et puis ces chiffres clés qui ont d'emblée donné un peu une idée de l'ampleur du programme. Alors, coucou les tourbeux, nous dit Thibaut. Je le cite juste comme ça, c'est une super liaison de transition pour vous dire que je vous surveille sur le chat. Et ce chat, il est important parce que grâce à lui, vous allez pouvoir participer à ce colloque, poser vos questions, faire part de vos témoignages, de vos remarques. Alors les petits coucous en début de journée, ça fait super plaisir, donc coucou à vous tous. Mais n'hésitez pas, moi je vais essayer de relayer vos questions autant que faire se peut. Alors peut-être pas à l'instant pile poil où vous l'avez écrite la question, mais je ferai en sorte quand même de les relayer pour que les gens qui participent ici en plateau ou à distance au débat puissent vous répondre. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de comprendre le contexte de ce programme.
On a beaucoup de choses à se dire et à comprendre. On va commencer par bien tracer les contours de ce programme live avec 3 invités pour débuter, dont 2 sont avec moi et 1 à distance. À mes côtés, Émilie Calvar. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes vous êtes chargée de coordination de ce programme depuis le début, en fait, pour le Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté, le CEN. Je dirais le CEN, parce que sinon il y a trop de noms longs, je ne vais pas m'en sortir. Et puis à vos côtés, Émilie, Geneviève Magnon. Bonjour Geneviève. Bonjour Cécile. Merci à vous deux d'avoir fait le déplacement. Vous êtes chargée de mission à l'Épage, au Doubs, Haute-Loup. On va vous retrouver à plusieurs reprises dans ce colloque. Et vous aussi, Émilie, vous faites partie des 2 personnes qui vont nous accompagner tout au long de la journée pour bien comprendre un petit peu tout ce programme. Je vous ai dit qu'on était à Nantes, nous, là. Non, je ne vous l'ai pas dit. C'est la magie aussi des colloques à distance. C'est qu'on peut parler du Jura, mais en étant sur des plateaux et avec une équipe technique hyper pro habituée de ces événements-là. C'est pour ça que nous vous accueillons depuis Nantes. Et puis à distance, en revanche, dans le Jura, c'est ça si je ne me trompe pas, Sylvain Moncorgé est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Vous êtes coordinateur tourbière au CEN, Franche-Comté aussi, le Conservatoire des espaces naturels. Et c'est avec vous que je vais commencer, Sylvain, d'emblée pour essayer de comprendre. On a vu les belles images, on a dit c'est très beau, etc. Mais où on est, quel est ce milieu-là? Et d'emblée, vous allez nous lever un paradoxe étrange, que moi je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert grâce à vous. C'est quoi le paradoxe des tourbières du Jura? Le paradoxe, c'est simplement que pour les gens qui ne sont pas de la région, quand on pense à Jura, on pense avant tout à un massif calcaire, karstique, donc drainant, et dans lequel il est difficile d'imaginer qu'il y ait beaucoup de tourbières qui se soient développées. Donc en fait, on voit déjà peut-être effectivement sur cette image-là, on se situe. Oui. On est sur cet arc jurassien qui fait à peu près 300 km de long et 70 km de large pour sa largeur maximale, qui est donc à cheval sur la Suisse et la région Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ce massif calcaire, il héberge aussi des marnes. Et ces marnes qui sont très calées entre les calcaires sont autant de freins à l'infiltration des eaux. Et c'est c'est le principal facteur en fait, qui explique la relative abondance des tourbières dans le massif. D'accord. Alors, le programme LIFE, il a concerné... Il y a beaucoup de tourbières dans le massif. Il y en a combien, Sylvain? Sur le massif, on est à peu près 530 tourbières inventoriées, ce qui représente à peu près 5400 hectares. Voilà, donc un peu plus de 10 hectares en moyenne par tourbière. Mais en revanche, le programme n'a pas concerné toutes ces tourbières, évidemment. Il n'en a concerné que certaines, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc nous, on s'est concentré sur la partie franc-comtoise, bourgui-franc-comtoise du massif, c'est-à-dire ça représente à peu près la moitié de la superficie totale du massif, soit 320 sites en fait, qui sont présents sur ces terres-là. Et nous, on a travaillé sur un peu plus de 50 tourbières en tant que telles. D'accord. Alors d'emblée, il faut peut-être rappeler aussi qu'il y a une grande diversité dans les tourbières que l'on trouve dans ce massif, avec des tourbières plutôt alcalines, d'autres non. On voit là à l'image d'abord des diversités de paysages qui peuvent peut-être nous aider à comprendre pourquoi il y a des tourbières de types très différents. Oui, il y a en fait 2 grands pôles de tourbières qu'on trouve dans le massif. Et c'est ce qui fait son originalité aussi. Donc, en fait, on a, comme par exemple sur l'image en bas à droite, le marais des Champs Guilledevaux à Banan, à la base, on a des bas marais alcalins. C'est-à-dire qu'on a des tourbières qui sont baignées par les eaux qui ont circulé dans le bassin versant, un contexte calcaire. Et donc, on a des bas marais alcalins avec des niveaux trophiques allant de l'oligotrophique au mésotrophe. Et puis, parfois, même souvent, sur la base de ces bas marais alcalins, se sont érigés au fil du temps des hauts marais, donc des hauts marais acidiphiles, oligotrophiques, qui parfois ont mangé totalement le bas marais d'origine, comme on le voit par exemple sur l'image en haut à droite, la tourbière de Villeneuve-d'Amont, ainsi que celle en bas à gauche de Frambouhans. Donc là, il y a le bas marais alcalin a totalement disparu, on n'a plus qu'un haut marais quelque part. Et puis, la plupart des cas, néanmoins, on a subsistance de ces 2 grands types de milieux
comme on le voyait sur l'image du lac Virus en haut à gauche tout à l'heure. Et puis là, ce qu'on voit, c'est plutôt les bas marais. Oui, alors là, ces images actuellement, ce sont des images à la fois de hauts marais et de bas marais, en haut, pardon, des bas marais, donc qui sont des formations planes, baignées par les eaux du bassin versant, issues du bassin versant, et puis donc les hauts marais en bas, ouverts ou boisés, qui eux ne sont alimentés que par les eaux météoriques, en fait, globalement les eaux de pluie, quoi. Et évidemment, tous ces milieux-là, on imagine qu'ils sont très riches d'un point de vue de la faune, de la flore, de la biodive, quoi, en gros. Oui, oui, c'est cette mixité de milieux, en fait, alors, entre ces deux grands pôles, il y a tout un tas d'intermédiaires. Il y a des zones aquatiques, il y a ce qu'on appelle des marais de transition, donc qui, quelque part, bénéficient d'eau qui sont mixtes, en fait, issues de ces deux grands pôles. On a des prairies paratourbeuses, voilà. Et tout ça se fait qu'on a cette association alcalin, acide, mésotrophe à oligotrophe, voilà, des différents niveaux de nutriments, qui fait qu'on a cette richesse particulière dans le massif jurassien. Alors, on trouve cette mixité-là assez peu en France au final. On la retrouve dans le nord des Alpes notamment, mais pas dans des proportions aussi importantes. Il faut aller souvent dans l'est de l'Europe, en Slovaquie, en Pologne ou en Russie pour trouver des milieux aussi présents. Donc, on peut parler d'un site d'importance sur le territoire, singulier, spécifique, qui méritait d'être étudié. Du coup, ça permet de réinsister là-dessus. Oui, oui, complètement. Alors, dans les éléments de contexte, Sylvain, j'accélère un petit chouïa involontairement, mais on peut rappeler que ces tourbières, elles ont la particularité d'avoir été très exploitées. Alors, peut-être pas toutes, mais elles ont été exploitées de manière importante. C'était quoi cette exploitation ? Eh bien, en fait, elles ont été exploitées. Alors, de tout temps, on a cherché à valoriser ces milieux. Et c'est des milieux qui ont subi une litanie d'atteintes. Mais les deux principales, en fait, c'était l'exploitation de tourbe, comme vous l'évoquez. Ouais. C'était l'extraction, en fait, de tourbe à des fins de chauffage domestique qui a commencé à peu près à la fin du XVIIe siècle et qui s'est poursuivie jusqu'au début du XXe. Et là, cette extraction, elle était massive, si bien on peut dire qu'il n'y a quasiment aucun haut marais du massif jurassien qui a échappé à ça. Ils doivent se compter sur les doigts d'une main. Là, on voit des images d'ailleurs de reconstitution, évidemment, de l'extraction, pour qu'on comprenne bien comment ça marche. On a des photos d'archives aussi qu'on peut voir. Ça a été important et ça a fait du mal, en fait, aux tourbières, c'est ça ? Oui, dans certains cas. Alors, ça a cependant permis la régénération de certains sites, dont notamment la genèse d'un grand nombre de marais de transition. Mais dans la plupart des cas, effectivement, ça a été des atteintes assez énormes du fait de l'effet drainant de ces exploitations, en fait, et de déformation des édifices tourbeux. Alors, peut-être qu'on devrait peut-être voir une image. Vous avez parlé d'effet drainant. Ça permet, dès le départ, là, en introduction, de comprendre que, bien sûr, on va pas réparer. Vous n'avez pas réparé toutes les tourbières, mais on va voir l'image LIDAR qui fait le lien avec ce qu'on a compris, ce qu'on sait du côté abîmé des tourbières et du côté abîmé des sols et du dysfonctionnement, je le dis avec mes mots à moi, hydrologie qui se dit là, il fallait qu'on intervienne. Ça fait partie des éléments de départ, ça. Oui, complètement. Là, on a une image LIDAR donc, qui illustre très bien un site qui a été quand même particulièrement atteint. Il s'agit des belles saignes sur le plateau du Russet. On distingue en fait des fossés de drainage qui sillonnent en fait l'édifice tourbeux. Et puis on voit aussi des zones d'extraction qui sont particulièrement étendues. Et si on regarde bien, finalement les zones relictuelles, les zones qui n'ont pas été touchées, les zones d'eau marais non extraites, elles se trouvent maintenant dans ce site-là, en tout cas à peu près un tiers des surfaces d'origine. Donc cette image, elle vous donne un petit peu l'ampleur de la perturbation sur des systèmes qui sont extrêmement justement vulnérables à la moindre perturbation. Donc dans certains cas, on a des sites qui sont très changés par rapport à la situation d'origine et l'enjeu de préservation, enfin les travaux réalisés sont parfois très complexes. Mais ça, je laisserai mes collègues vous expliquer tout ça. Quelle transition. Merci beaucoup Sylvain pour tous ces propos introductifs. On poursuit avec vous Geneviève. Je rappelle que vous êtes spécialiste justement en hydroécologie et on va faire un petit peu d'histoire avec vous parce que là, Sylvain nous a bien raconté où on est, de quoi on parle.
c'est pas nouveau de s'intéresser aux tourbières dans le Jura. Et vous, Geneviève, vous avez travaillé dessus il y a déjà un petit moment. Oui, alors c'est même la connaissance ancienne, puisque les premiers botanistes arrivent dans le bassin du Drugeon même au 19e siècle. Donc c'est dire si la notion espèce était importante. Et il y a 25 ans, quand les structures gestionnaires comme les nôtres s'occupaient des tourbières, on avait le prisme biodiversité, c'est-à-dire qu'on regardait les espèces. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on voit le plus facilement. Donc la flore, la faune. Et on bâtissait nos diagnostics de conservation sur cet aspect biodiversité, ce qui était intéressant, évidemment, et ça reste un enjeu fort des tourbières, la biodiversité, mais on a oublié une partie du problème quand on a fait ça il y a 25 ans. Voilà, c'était intéressant, mais ce n'était probablement pas suffisant. Il y a eu un premier programme live. Alors, le premier programme tout premier auquel vous avez participé. C'est le Live Bassin du Drugeon entre 1993 et 1997 qui nous a permis à la fois d'essuyer les plâtres, on va dire, et en même temps de bâtir les fondations de ce qu'on a construit aujourd'hui, 25 ans après. Quand vous dites il nous a permis d'essuyer les plâtres, ça veut dire quoi, qu'on ne referait plus les choses. D'abord, on ne refait plus les choses pareilles, mais on a fait des bêtises à l'époque, mais on ne savait pas que c'en était. Voilà, on a fait, je dirais, pour le tourner positivement, nos propres expériences. Voilà, on s'est brûlé les ailes, on a tenté des choses, mais qui n'ont pas généré de problèmes derrière, sauf qu'elles n'ont pas forcément été efficaces. Par exemple, couper des arbres en tourbière pour maintenir les espèces, ça maintient le milieu ouvert, ça ne restaure pas la tourbière. On voit sur cette image un fossé drainant ici sur la tourbière de la Grande Seine, qui est une très très grande tourbière, on en reparlera tout à l'heure. On voyait bien que l'eau était évidemment un aspect fondamental du fonctionnement de la tourbière. On voyait bien qu'il fallait barrer cette eau, faire de la rétention. On a construit des petits barrages, mal dimensionnés parce qu'on ne savait pas faire, et l'eau a contourné les ouvrages. Voilà, donc on s'est brûlé les ailes, mais on a tenté des choses, et c'est toujours intéressant de se planter pour faire mieux derrière. Pour peu qu'on soit capable de dire là, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de l'erreur et puis décider de remettre tout ça sur la table et de réfléchir différemment. Voilà, alors, c'est ça quand même l'intérêt. C'est l'intérêt et c'est d'aller vers quelque chose qui fonctionne et d'aller chercher les savoir-faire, les compétences ailleurs. Voilà. On a la chance d'être dans le massif du Jura, la frontière suisse, et on est allé chercher les compétences de nos voisins qui avaient publié déjà la régénération des hauts marais suisses. Et nos collègues suisses nous ont apporté cette aide déjà un petit peu avant le programme LIFE pour se lancer dans des aventures un petit peu plus efficaces et conséquentes. Et donc refaire des barrages, on peut revoir la même image là qu'on voyait à l'instant, refaire des barrages, mais alors complètement différents. Voilà, c'est-à-dire que là, sur cette image, c'est exactement le même endroit que le petit ouvrage qu'on voyait tout à l'heure qui est contourné par l'eau. Et sur cette image, on voit qu'ici, effectivement, l'eau, elle est présente partout. Donc on passe d'un ouvrage de 3 mètres de long à un ouvrage de 40 à 50 mètres de long. On en a fait de plus de 100 mètres de long. Et là, l'efficacité, elle est prouvée, évidemment, puisque l'eau ne crée plus d'érosion sur le terrain et reste bien dans la tourbière. Vous avez complètement changé, alors vous, Geneviève, mais je ne parle pas que de vous, en fait, tous ceux qui travaillent dessus ont complètement changé leur manière d'appréhender la tourbière et de la regarder, en fait. C'est ça, c'est qu'on avait cette vision de surface qui est indispensable, évidemment, et on ne s'en passera jamais, pour aller sur la vision de profondeur, de fonctionnement. Cette eau qu'on ne voit pas, on la voit tomber du ciel, on la voit arriver dans les bassins versants, comme l'a montré tout à l'heure Sylvain. Une fois qu'elle rentre dans la tourbe, on ne la voit plus et c'est cette eau-là qui est primordiale. Donc on est allé investiguer dans la partie immergée de cet iceberg qu'est la tourbe. Vous avez une vision 3D, 360, la totale, quoi. Grosse vision plus profonde pour aller, c'est ce que illustre très bien ces petits schémas. Voilà, c'est cette image ici de la tourbière de Frasnes qui en plus est très boisée. C'est de la tourbe de partout, sauf qu'il y a des arbres de partout. Donc comment voir l'eau à l'intérieur de quelque chose d'aussi gigantesque et peu visible à l'œil nu? Eh bien là, on s'est approprié des compétences et néerlandaise et suisse d'ailleurs. C'est l'avantage des lives, c'est qu'on communique largement et pour avoir cette vision en 3D des tourbières. C'est intéressant, vous avez beaucoup insisté sur le côté on s'est inspiré de ce qu'ont fait les autres, on partage les expériences, c'est aussi l'histoire de ce programme Life, on va en parler beaucoup, mais c'est une histoire collective.
C'est une histoire collective en interne dans l'équipe Life, parce que c'est échanger nos informations, échanger sur ce qui ne marche pas, c'est important. On fait des erreurs, on apprend de nos erreurs. Et puis, c'est aller chercher les compétences là où elles sont. La France est un tout petit pays de tourbières. Donc, les compétences, elles sont parfois ailleurs et on a su aller les chercher et on s'est énormément enrichi mutuellement d'ailleurs, grâce à ce programme Life. Ok, merci pour Geneviève. Avec vous, on a compris la philosophie d'intervention, c'est-à-dire l'état d'esprit avec lequel vous vous êtes attaqué à ce deuxième programme. Émilie, je l'ai dit, vous êtes coordinatrice de ce programme Life. Vous avez commencé à travailler sur la coordination en 2012, donc dès le départ. Hein. En fait, j'étais là au moment du montage du programme en 2012 et j'ai pris la coordination quand le programme a été accepté et a pu démarrer en 2014. Et on l'a dit, histoire collective, d'abord parce que dès le départ, ce n'est pas une structure qui mène le programme LIFE. C'est 6 structures du coup, qui ont monté ce programme et qui ont mis en œuvre toutes les actions pendant 7 ans. Donc on les voit là. Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté est coordinateur de ce programme, mais on travaille avec 5 autres structures qui mettent en œuvre sur leur territoire d'intervention toutes les actions. Donc les Pageaux de Vaucluse, le PNR du Haut-Jura, les Amis de la réserve naturelle du lac de Romoré, le syndicat mixte du Dessoubre et d'aménagement du bassin versant et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Donc on aura l'occasion pour la plupart de les rencontrer, de les entendre tout au long de cette journée. Alors on se dit, waouh, 6 structures, et puis pas des petites quand même. Est-ce que c'était pas un peu une usine à gaz, cette histoire-là ? Non, parce que tout le monde se connaissait avant et a pris l'habitude de travailler ensemble en partenariat. C'était plus une équipe qui a travaillé fortement en partenariat, à aller sur les sites qui méritaient des travaux de chacun pour s'aider tout au long du programme. Donc ça a été plutôt une force que finalement une faiblesse. Et alors vous, Émilie, coordinatrice, j'imagine que c'est un sacré boulot, mais concrètement, vous vous êtes chargée de quoi ? Parce que je crois que vous êtes probablement une de celles qui avait la vision la plus globale, du coup. Oui, du coup, mon job a été de gérer les aspects un peu plus administratifs et financiers notamment, le lien avec les partenaires financeurs, les autres partenaires du programme. L'objectif, c'était que finalement, les personnes qui étaient censées mettre en œuvre les travaux passent le moins de temps possible sur le volet un peu plus administratif. Surtout qu'on est sur un temps long, le programme, il a duré 7 ans. Oui. Je disais, c'est pas rien. Alors 6 ans au départ, et puis on a eu une année de rab jusqu'à la fin de cette année. C'est confortable, j'imagine, d'avoir les 7 ans. Alors dans tout cet enjeu-là de mise en place du programme, il a fallu dès le départ embarquer, au-delà des 6 partenaires, embarquer les populations, embarquer les élus, embarquer... Donc dès le début, il a fallu communiquer. Dès le début, on a souhaité communiquer pour essayer d'impliquer le plus possible les élus, la population locale, en sachant que pour faire des travaux sur des sites, il faut avoir l'accord de toutes ces personnes. Et du coup, on a essayé dès le départ de mettre en place des réunions, des projections avec le film dont on parlera plus tard. Voilà, tout un réseau d'actions pour permettre cette appropriation et cette protection après sur le long terme de ce territoire. Et on l'a dit rapidement tout à l'heure avec Sylvain, mais ce sont des dizaines de tourbières qui ont été concernées par le programme. Pas n'importe lesquelles, pas sur n'importe quelle zone. On était sur une zone Natura 2000, c'est ça ? Alors le programme LIFE concerne 16 sites Natura 2000 sur lesquels on est intervenu. Et dans le cadre des programmes LIFE Nature, dans lequel on s'inscrit, en fait, on ne peut travailler que sur ces sites Natura 2000 qui ont été désignés par la Commission européenne. Et en termes de volume, de chiffres, ils pèsent quoi ? Alors bien sûr, en termes de sous. On a vu dans le film, en intro, on a vu 8,5 millions, je crois. Mais quels chiffres clés peuvent nous aider à mesurer l'ampleur de ce programme ? Alors du coup, ça concerne donc 52 tourbières qui ont fait l'objet de travaux de restauration, de réhabilitation. C'est donc 1/5 des surfaces de tourbières du massif du Jura. On a 34 communes concernées. Du coup, ça représente également environ 300 hectares de tourbières qui ont fait l'objet d'actions de réhabilitation. Qui seront directement impactés par ces travaux, sachant qu'on verra les résultats sur le long terme ensuite.
Et je crois qu'on a d'autres chiffres qu'on a vu passer rapidement. Ils vont s'afficher, voilà. Ça, c'est au final ce qu'on a fait. C'est toutes les actions. Alors, c'est des chiffres, et on a une journée pour vous les expliquer, quand même. L'objectif était quand même d'avoir une réhabilitation fonctionnelle de ces tourbières, mais pour cela, il a fallu mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et du coup, au final, on est à 22 km de fossés restaurés, 40 de fossés neutralisés, pardon. 14 km de cours d'eau restaurés, 28 hectares de zones d'extraction qui ont été réhabilitées, des surfaces réouvertes pour nous permettre d'intervenir aussi sur les milieux, des clôtures posées, mais ça c'est plus anecdotique, c'était pour protéger des zones sensibles. Et puis on a également eu toute un volet acquisition foncière et conventionnement pour permettre la réalisation de ces actions. Alors, comme moi, je suis très naïve et que je ne connaissais pas votre milieu, quand je voyais là les chiffres, je me disais 22 km, je crois, C'est pas tant que ça, si? C'est beaucoup, Geneviève? Techniquement, imaginez envoyer des pelleteuses dans ce type de milieu. Voilà, c'est un peu le paradigme des 25 ans, c'est qu'il y a 25 ans, on n'imaginait même pas mettre une pelleteuse. On n'y va pas avec la petite cuillère pour faire ses travaux. Réhabiliter ne serait-ce qu'1 kilomètre de cours d'eau, ça nécessite de déployer des moyens adaptés, du temps long, d'où les 7 ans du live qui sont vraiment confortables, mais indispensables. Il n'y avait rien de trop. Voilà, c'est 22 km, c'est énorme en 7 ans. Mais c'est important de le redire parce que c'est vrai que quand on a vu l'ampleur du site jurassien, on pourrait se dire ils ont fait que 22 km en 7 ans. Et dites donc, je caricature, mais c'est un travail d'orfèvre avec des gros engins. C'est tout plein de paradoxes, ça. C'est mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine, à peu près. Voilà. Et de ne rien casser dedans. Et de ne rien casser. Et on a des espèces protégées partout. Voilà. Alors c'est ça qu'on va vous raconter pendant cette journée, évidemment, et vous les verrez, les images des travaux. On parlera de ces espèces qui sont en jeu. Voilà. Il y avait urgence à intervenir ? Oui, il y a urgence parce qu'on est, en plus, dans ces 5 dernières années, on a connu des sécheresses extrêmes. On voit des tourbières se transformer extrêmement rapidement. Ces tourbières qui ont été modifiées, mais de façon considérable par l'homme, s'assèchent de plus en plus par ces réseaux de drainage qui se maintiennent. La remontée des températures vient ajouter un coût supplémentaire. Donc on voit des milieux se transformer et toute cette tourbe, elle se transforme en CO2. Voilà. Donc ça, c'est quand même un problème majeur également. Et ça, fallait le poser aussi en introduction, c'est des données importantes. Alors Émilie, on a vu tout le côté un petit peu administratif, logistique, le poids de ce programme. On ne le dira jamais assez, pour que ça fonctionne, il faut des équipes, il faut de l'humain, et c'est une grande histoire humaine aussi, ce programme LIFE. Ça a été, je pense, notre plus grande force, c'est d'avoir des équipes qui travaillent en partenariat, d'avoir un partage des connaissances, de l'expérience passée. Et c'est ce qui nous a permis d'aller au bout de ce programme, d'avoir une équipe qui fonctionne très bien ensemble. C'était pas gagné en fait, parce qu'il a fallu, c'est des équipes qui travaillent pour des structures différentes. Alors bien sûr, il y a l'enjeu supérieur, la tourbière, mais c'est peut-être pas les mêmes cultures, les mêmes manières de bosser. Je sais pas, ça s'est fait naturellement. On a une équipe qui se connaît très bien, on a ce même attachement à ces milieux, ça c'est important et fort, et on poursuivait tous exactement le même objectif. Voilà. Et quand on avait en ligne de mire le même objectif, tout était simple. Voilà. Et je peux vous dire, pour avoir vécu un live toute seule, échanger ses doutes avec soi-même, c'est pas confortable tous les jours. Et là, on était une équipe conséquente, avec 6 structures, mais à l'intérieur de nos structures, des équipes aussi soudées. Derrière moi, beaucoup de monde. C'est beaucoup plus confortable, c'est rassurant. Mais il y avait du job quand même. Oui, il y avait du boulot et c'est vrai que vous pouvez être fiers et on va le ressentir aussi quand on va rentrer on va rencontrer plein de monde d'abord pendant cette journée, on va entendre plein d'intervenants. Il y a une forme de fierté à l'avoir fait, à y avoir participé, à avoir appris autant de choses aussi parce que vous avez appris tous et ça c'est satisfaisant quand on arrive au bout, quoi. Ça a été un programme important à mener. Cette année, c'est pas rien d'une vie quand même. Ben oui. Et du coup, oui, on est fiers des résultats qui ont été qu'on a obtenus à la fin. Et voilà, je pense que tout le monde est content. C'est cette année. Bon, on va les détailler, c'est cette année. Mais avant, on va donner la parole à 2 de ces partenaires qui ont été présents sur ce programme LIFE.
Émilie, vous êtes encore avec moi. On rappelle les partenaires peut-être sur leur présentation un peu globale, quoi. Alors du coup, donc on a des bénéficiaires de ce programme qui ont mis en œuvre les actions sur le terrain. Et il y a également des financeurs. Donc la Commission européenne en est un. Et elle finance la moitié du budget du programme. Mais il y a également l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la région Bourgogne-Franche-Comté et les départements du Doubs et du Jura. Donc toutes ces structures, en plus des bénéficiaires, ont apporté un financement nécessaire à la mise en œuvre de toutes ces actions. C'est important d'avoir tout ce monde-là derrière, quoi. Sinon ça ne peut pas marcher. Le budget, on fait le tour. On a donné tout à l'heure le chiffre de 8,5 millions. Oui. Alors 8,5 millions, donc ça a été pris en compte pour près de la moitié par la Commission européenne à travers les fonds LIFE. C'est pour ça qu'on parle de programme européen quand même. Il y a un effet levier, un effet quand même sans ce côté européen, il n'y a pas le budget. Disons qu'ils apportent quand même une bonne partie du budget. Et en effet, pour lancer le programme, on a dû avoir leur accord, mais également le cofinancement de toutes les structures locales. Du coup, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse apporte, elle, 40%, la région Bourgogne-Franche-Comté, 4%, et les départements du Doubs et du Jura, c'est 1% chacun. Et à ces différents financeurs, on a également une participation non négligeable des bénéficiaires à l'autofinancement du programme. Donc ça, c'est voilà, pour la répartition du budget. Alors justement, non, peut-être un mot quand même sur où est allé cet argent, si je le dis de manière un peu triviale. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Alors en fait, 70% de ce budget de 8,5 millions a été simplement pour payer les prestations des études, les études et les travaux, et payer toutes les structures qui sont intervenues dans le cadre de ce programme. Donc c'est pas rien. Bah oui. Et donc l'autre grosse partie du financement a été pour tout ce qui est frais de personnel des personnes qui ont travaillé au sein des 6 structures bénéficiaires. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est acquisition foncière et matériel et équipement qui représente une plus petite partie du budget. Oui, on l'a dit rapidement, on aura l'occasion d'en reparler, mais cette notion foncière, elle est importante parce que c'est un peu caricatural, mais il y a autant de propriétaires fonciers qu'il y a de tourbières. C'est pas tout à fait vrai. Plus même. Carrément, c'était pas du tout vrai, mais c'était pire. Oui, il y a beaucoup plus de propriétaires qu'il y a de tourbières. Sur certaines tourbières, c'est très impressionnant. Je pense qu'on en parlera plus tard. Oui. Et du coup, nous, pour faire les travaux, soit si les propriétaires étaient vendeurs, on pouvait les acheter ces parcelles, soit mettre en place des conventions de travaux, des conventions de gestion sur le long terme. Ok. Merci Émilie pour avoir été très précise. C'était important aussi ça, de mesurer l'ampleur par les chiffres et y compris par le budget. On va entendre, je le disais, 2 de ces partenaires dont on a vu les logos s'afficher tout à l'heure. Je vais commencer avec François Rollin, qui est directeur de la délégation de Besançon de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Je crois que vous êtes avec nous. Bonjour Monsieur Rollin. Bonjour. Vous nous entendez bien, tout va bien, on vous voit, c'est parfait. Oui, je vous entends parfaitement. Oui. J'en profite pour vous redire à vous qui nous suivez que n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous voulez. Je vais les relayer, on pourra y répondre, peut-être pas à toutes, mais en tout cas, allez-y. Alors François Rollin, rien que dans le nom de l'agence, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, je comprends que votre agence couvre un territoire conséquent. C'est ça. En fait, c'est... L'agence, son périmètre s'étend de Belfort à Perpignan, en incluant également la Corse. Donc, c'est toute la portion de territoire métropolitain sur laquelle les eaux s'écoulent en direction de la Méditerranée. Ok. Donc, quand vous me dites ça, moi, j'ai envie de me dire, le Jura dans tout ça, c'est pas grand-chose, c'est un tout petit bout. Et les tourbières du Jura, c'est pas rien. Et pourtant, vous avez largement soutenu et cofinancé ce programme LIFE. Oui, effectivement. Alors, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois, mais l'agence, c'est une structure qui dispose de moyens conséquents, issus des redevances payées par tous les usagers de l'eau sur le périmètre que je décrivais juste avant. Et son objectif, c'est de participer à la reconquête du bon état des eaux. Notre slogan à l'agence, c'est « Sauvons l'eau ». Donc, il y a du travail. Donc, on s'appuie sur
le SDAGE Rhône-Méditerranée, essentiellement, qui est ce grand document de planification qui identifie les priorités en matière de reconquête du bon état des eaux sur ce grand bassin. Et ce SDAGE, il met le doigt quand même sur un phénomène qui est la dégradation des milieux humides. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est une tendance à la dégradation qui s'est poursuivie sur les dernières décennies. Et donc, il y a un enjeu fort de reconquête, de restauration de ces milieux humides. Donc, on a des objectifs à l'échelle du bassin qui sont assez conséquents, hein, puisque, par exemple, dans le 11e programme d'intervention de l'Agence de l'eau, l'objectif, c'est de préserver ou de restaurer 10 000 hectares de milieux humides. Donc 10 000 hectares, c'est quand même beaucoup. Et pour relever ce défi, on a besoin de programmes exemplaires, innovants, très opérationnels, des locomotives en quelque sorte. Et clairement, le Live Tourbière du Jura a été une locomotive à l'échelle du bassin. Et c'est un programme qui est reconnu à l'échelle de ce grand bassin et qu'on est très fiers d'avoir pu soutenir. Qu'est-ce qui rend fier d'avoir soutenu ce programme? Parce qu'on a bien compris, il y a l'aspect technique, c'est logique, ça fait partie de votre mission que d'être sur la préservation et la restauration des milieux humides, mais sur ce programme spécifiquement, il y avait un intérêt particulier. Oui, alors... Bon, il y a des enjeux locaux particuliers. On est sur des milieux humides de massifs karstiques, de têtes de bassin, avec des enjeux spécifiques, des fragilités particulières. Donc, le fait de pouvoir intervenir sur ces milieux-là, c'est quand même toujours très intéressant. La fierté, elle est aussi liée au fait qu'il s'agit d'un programme très, très opérationnel. Ce que dit le SDAGE, c'est qu'il faut dépasser... le stade de l'inventaire et de l'acquisition de connaissances sur les milieux pour passer au stade de l'action et de la restauration physique du fonctionnement hydrologique de ces milieux. Et clairement, sur le live, on est allé... les partenaires se sont vraiment engagés là-dedans, c'est-à-dire qu'on est sur du concret, du très concret, des travaux... donc vraiment de la restauration et pas seulement le fait de préserver, d'essayer de mieux connaître. On est allé au-delà de ce stade-là et c'est ce côté très opérationnel qui est particulièrement intéressant à souligner. Ouais, un programme d'action en vrai. C'est un peu, et puis comme disait Geneviève Magnon tout à l'heure, et puis pas n'importe quelle action parce que les travaux, c'était pas une paille non plus. Hein. C'est-à-dire que c'était d'ampleur, impressionnant, des engins dans des milieux fragiles, mais il fallait le faire. Et vous saluez ce côté action. Voilà. À la délégation de Besançon où je me trouve, les équipes, on est quand même, par rapport à nos collègues de Lyon, de Montpellier ou de Marseille, leur envoyer quelques photos des travaux qui ont été réalisés sur ces tourbières jurassiennes. On était quand même pas peu fiers de montrer ce qui se faisait chez nous. Et c'est chouette, en vrai, de vous entendre dire ça. Et puis, vous me disiez aussi, ça rejoint ce que disait Émilie tout à l'heure, ça a été un travail coopératif. Pendant toutes ces années, il y a eu une coopération assez exemplaire entre les différentes équipes. Tout à fait. Effectivement, c'est un autre motif de fierté collective. On est un partenaire, mais il faut quand même saluer la capacité des structures, des maîtres d'ouvrage, donc des équipes et de leurs élus également, qui ont su unir leurs forces, développer ce qui avait été testé à un endroit pour l'amplifier avec un portage partenarial avec plusieurs partenaires. Donc ça, c'est presque un savoir-faire du massif du Jura et des gens de la montagne de manière générale, c'est de mener des aventures collectives dans l'intérêt général. Donc voilà, je pense que il y a une exemplarité particulière et de la fierté à avoir été dans le bateau de ce live tourbière et d'être partenaire de cette aventure collective. Je tiens à souligner le rôle de coordinateur et de pilote du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté, parce que pour nous, ça a aussi beaucoup simplifié la tâche en tant que financeur d'avoir cet interlocuteur qui a vraiment tout géré. Les aspects budgétaires, si on avait dû le faire avec 6 structures en prise directe, ça aurait été un peu plus complexe, je pense.
Et c'est vrai que vous avez raison de signaler ça parce que quand j'ai préparé ce colloque pour vous, eh bien, j'ai beaucoup entendu dire que ça avait bien facilité la tâche et ça démontre aussi la confiance que les structures se sont faites et accordées. Donc voilà, et Émilie, coordinatrice, prenez ces compliments aussi un petit peu pour vous, parce que je crois qu'en administratif et budget, vous avez beaucoup porté. Merci beaucoup François Rolin d'avoir été avec nous pour saluer ce programme LIFE. On va retrouver tout de suite Jacqueline Ferrari, qui est conseillère régionale de la région Bourgogne-Franche-Comté, déléguée à la politique de l'eau. Ce qui tombe bien, Madame Ferrari, puisqu'on parle de zone humide. Bonjour à vous, j'espère que vous nous entendez bien. Très bien, merci. Super, merci à vous d'être avec nous. La région a participé à ce programme LIFE et ce qui compte peut-être, c'est pas tant finalement les moyens financiers qu'on met, c'est que j'imagine que pour la région, participer à ce programme, c'était presque une obligation. Ah ben, c'était une obligation et ça fait partie de la politique en faveur que ce soit des milieux aquatiques ou de la biodiversité. Mais peut-être rappeler dans un premier temps que la région a des compétences bien précises, comme la gestion des fonds européens, mais également, il est le coordinateur de l'action de toutes les collectivités et organismes dans le domaine de la biodiversité, du climat, de la qualité de l'air et bien d'autres thèmes derrière. Dire également que le programme LIFE, comme vous l'avez rappelé, est un instrument financier pour l'environnement et dédié à l'environnement qui a été lancé en 92, effectivement. Dire peut-être que les projets qui sont présentés doivent être le plus opérationnels possible. Et là, nous sommes sur une réalisation avec des opérations multiples et concrètes. Et dire aussi que ce programme de restauration des tourbières est le plus important programme LIFE Nature financé en France depuis justement que cet instrument financier a été créé. Donc oui, très très important, surtout en matière de notre politique qui a été menée avec Marie-Guide Dufay. Rappeler aussi l'adoption de la stratégie régionale pour la biodiversité, pour les milieux aquatiques, qui a été adoptée à l'unanimité en 2020. Voilà, pour les principaux qui me viennent à l'esprit, il y a bien d'autres choses, mais sinon je vais vous tenir la parole un peu trop longtemps. Pour rebondir sur ce qu'on a entendu préalablement, sur la fluidité du dispositif, la belle réussite de ce programme, de la coopération entre les uns et les autres, c'est quelque chose que vous saluez aussi, vous, Jacqueline Ferrari ? Ah ben bien sûr, oui, je salue énormément, même quoi vous dire de plus que d'être, comment dirais-je, c'est cette partie prenante, c'est la collaboration de tous ces partenaires, comme quoi quand on travaille tous ensemble, je suis persuadée que si on le faisait sur tous les thèmes, on aurait peut-être plus des réalisations beaucoup plus concrètes. Là, il y a quand même énormément. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technicité puisque j'ai des spécialistes là et moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Je survole simplement, mais c'est vrai que la gestion de ces milieux sur un plan technique et réel et sur le terrain est particulièrement pour moi vraiment réparer les erreurs du passé est vraiment une très très bonne chose pour notre avenir. Et puis c'est vrai que sur des sujets aussi importants que cela, il y a besoin de politiques et d'élus investis et qui croient aussi en la nécessité de travailler sur ces milieux-là, de les préserver et de les restaurer. Bien sûr, bien sûr. Hein. Donc c'est bien. Là, oui, allez-y. Je voulais aussi peut-être préciser que les montants, oui, on a parlé de 4%, on parle de finances, de mise en œuvre, puisque le nerf de la guerre dans ces réalisations, c'est que c'est effectivement toute la partie financière, que nous participons également pour cette sur restitution en matière d'envergure, qui va être d'envergure internationale, qui était prévue, qui a été
actuellement, je crois qu'elle a eu lieu en début d'année, oui, elle a eu lieu en début d'année, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu également une subvention par rapport à cette restitution qui est très importante, à communiquer. Il y a une communication à faire, en tous les cas, par rapport à ces travaux. Hein. Et peut-être parler également, peut-être que vous vouliez me poser la question des engagements par rapport à la suite, je ne sais pas. Alors, comme on est au début du colloque, on ne va pas arriver à la fin tout de suite, mais ce que vous avez à dire, c'est que finalement la région ne va pas lâcher les tourbières et les projets de restauration des tourbières. La région reste mobilisée, c'est ça le message en fait. Oui, c'est ça, parce que ces nombreuses réalisations en matière de restauration, il va falloir avoir des réflexions pour la suite à donner. Bon, je tenais quand même à le dire, hein, pour que la région soit, parce qu'elle est partie prenante de ce programme LAIF Tourbières du Jura, et que ces réflexions doivent donner des suites, qu'on ne doit pas s'arrêter là en 2021. Il y aura bien d'autres choses. Il faut construire un nouveau projet, hein, axé sur le climat également et sur le rôle que les tourbières ont à jouer par rapport au climat, du stockage des carbones, si je me souviens bien, et puis peut-être de nouvelles directions à mettre en accord, des nouvelles orientations, hein, à mettre en accord avec la Commission européenne pour cet outil financier. En tout cas, il y a du travail pour ce nouveau programme. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler dans la journée, oui, Jacqueline Ferrari. Mais en tout cas, pas là, mais je voulais quand même le préciser. Vous avez bien fait. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Émilie, vous vouliez réagir Je voudrais juste dire qu'on était longtemps le plus gros programme Life Nature en France. Maintenant, il y a un nouveau programme porté par le CNO de France, le Life Anthropocène, et je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent regarder cette web émission, donc je tenais à le préciser. Bon, sur le chat, personne ne s'est vexé pour l'instant. Et d'ailleurs, j'en profite en parlant du chat, oui, on va y veiller, pour vous adresser à vous, le porteur de ce programme Life Tourbières du Jura, un message de Solène Sacré du Seine Pays de la Loire, qui dit qu'elle est coordinatrice du programme régional Tourbières des Pays de la Loire et que le Seine-Franche-Comté est un exemple majeur pour eux, pour nous, donc pour eux, ici, là, en Pays de la Loire. Voilà, son message s'affiche. Merci Solène d'avoir écrit sur le chat. Vous voyez, c'est pratique, vous écrivez, je relais, et ici, tout le monde est content. Merci beaucoup à François Rollin, Jacqueline Ferrari et à vous, Émilie, d'avoir pris le temps de nous introduire bien correctement ce programme et de saluer tous ceux qui l'ont soutenu. Nous, on va s'approcher petit à petit des travaux, mais pas question de rentrer directement dans les travaux sans réfléchir un petit peu avant. Eh bien oui, parce qu'on s'installe tranquillement, voilà, ici en plateau. On se doute bien qu'on n'a pas pu lancer des travaux sans réfléchir avant, sans mener des études. Geneviève Magnon nous en avait déjà parlé un petit peu tout à l'heure, donc il a fallu prendre le temps de comprendre ce qui se passait, il a fallu prendre le temps d'investiguer pour aussi voir ce qui clochait. Pour mieux définir les actions à mener après. Ce sont les études préliminaires. Ce n'est pas un petit morceau, cette histoire-là, et vous êtes venus à deux pour nous en parler avec des exemples très concrets. Et c'est Pierre Durlet qui nous a rejoints. Pierre, vous êtes chargé de mission milieu naturel au Parc naturel régional, le PNR du Haut-Jura. Bonjour Pierre. Bonjour Cécile. Merci d'être là avec nous. Et puis Geneviève Magnon, donc toujours présente avec nous. Alors, je vais commencer avec vous, Pierre, avec... excusez-moi de le dire comme ça, des cas assez simples. C'est simplement qu'on a essayé de différencier les cas qui étaient très complexes. Et puis il y avait des cas qu'on pouvait déjà un peu comprendre presque, on va dire à l'œil nu. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est un petit peu ça. Alors, on va partir directement, Pierre, sur quel site ? On va partir sur l'exemple de la tourbière des Rousses. On aurait pu prendre plusieurs exemples. C'est pas le plus simple, mais c'est un qu'on peut percevoir nous-mêmes sans faire appel à des structures avec des compétences particulières. Donc voilà, c'est un bon exemple pour vous montrer comment on chemine pour aller jusqu'à la définition des travaux qui sont l'objectif, comme on l'a pu le montrer jusqu'à maintenant. Il ressemble à quoi, ce site ? Alors, le site des Rousses, c'est une vallée transfrontalière, encore le lien avec la Suisse. C'est une des seules rivières qui s'écoule vers la mer du Nord dans le massif du Jura, étonnamment.
Et on est au bord du lac des Rousses, un lac qui fait une centaine d'hectares, on découvre un peu à l'image, petit à petit. Et qui est bordé d'une tourbière d'ampleur. Au total, c'est presque 300 hectares. Et qui est fortement boisé. Quand on voit ce paysage idyllique, on se dit tout est parfait, tout est merveilleux. Malgré tout, on verra, quand on commence à regarder un peu les choses plus précisément, on voit des dysfonctionnements et on voit que cette tourbière est en train d'évoluer trop vite. Et ce message... Ouais, ça veut dire que quand vous dites on voit, bon, moi j'ai dit l'œil nu, mais c'était extrêmement simplifié parce qu'en vrai on s'appuie aussi sur des travaux existants. Il y avait eu des recherches, tout n'a pas démarré il y a 7 ans sur les tourbières. Non, bien sûr. La première chose à faire quand on aborde une tourbière, c'est déjà de regarder ce qui existe, ce que les scientifiques, les chercheurs ont pu faire. En Franche-Comté, on a la chance d'avoir une université, l'université à Besançon, qui a énormément travaillé sur les tourbières depuis une cinquantaine d'années. Il y avait même une station scientifique dans le massif du Drugeon, dans le bassin du Drugeon. Donc du coup, on a une grande connaissance. D'abord, c'était plutôt la connaissance naturaliste. Et puis dans les années 70-80, avec le travail des géologues et des palynologues, on a progressé. Et la première chose à faire, c'est la géologie. Donc là, un exemple issu du livre de Vincent Bichet et Michel Campi, qui montre très bien, dans notre cas des Rousses, une structure en synclinal avec un fond étanche par les accumulations géologiques. Donc on a une logique de compréhension. On sait qu'on part déjà dans un système qui est a priori relativement simple. Quand on regarde les travaux qu'ont pu faire les spécialistes des tourbières, Hervé Richard et M. Magny, on voit, ils ont prouvé dans les années 80 que la tourbière des Rousses, c'est uniquement un remplissage du lac Tardy-Glaciaire qui s'était formé à la fin de la glaciation, qu'on a les 2/3 de ce lac qui ont été comblés par des sédiments et sur lesquels les tourbières se sont développées. Donc on sait qu'on est dans un système lacustre, je dirais, conforme à l'idée qu'on se fait des tourbières. Ce qui n'est pas le cas de toutes les tourbières du Jura, on le verra plus tard. Ouais. Là, l'image qu'on voit... Voilà, c'est ce lac des Rousses, et puis au-dessus, alors c'est un extrait d'une publication de 80, donc voilà, le graphisme est ce qu'il est, mais c'était juste pour vous montrer qu'on se base sur des publications qui ont fait date, et on a cet appui, et c'est la première chose à faire. Ensuite, une fois qu'on a cette vision un peu plus macro et historique, on se fait aussi notre propre analyse, on va sur le terrain, on parcourt cette tourbière, on est sur des tourbières énormes, donc à chaque fois quand on est sur le site, on ne voit que des petits morceaux, on peut voir par exemple un ruisseau incisé, donc là tout de suite on se dit bon, les travaux passés humains ont creusé ce ruisseau, l'ont approfondi, donc il est beaucoup plus drainant que ce qu'il devrait être, il n'est plus en échange avec la tourbière. Donc là, on détecte un problème et ça nous donne déjà un premier élément. On va un peu plus loin, on voit des reliefs dans cette tourbière qui ne sont pas du tout normaux, avec des rebords importants. Ah oui, un peu à angle droit, un peu abrupt. Des fosses d'exploitation. Oui. On va avoir des images normalement de ces fosses. On le sait parce que, en plus, comme le disait Sylvain tout à l'heure, on sait que l'histoire du Jura a été, en tout cas des tourbières du Jura, est issue du passif de l'exploitation. Et on a des photos même prises sur le site des Rousses. Donc on sait que l'exploitation a été intense. Donc on comprend pourquoi on retrouve ces stigmates des fausses exploitations. Et après, on observe, mais pas toujours très visible, et là, c'était des grosses surprises, c'est ces fossés qui souvent sont complètement masqués par la végétation. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on voit bien, et on l'a évoqué tout à l'heure avec Sylvain, il y a une diversité de paysages dans les tourbières. Il y a des endroits, vous dites, on voit à l'œil nu, mais on ne voit pas grand-chose quand même. Là, l'exemple, il est vraiment pris volontairement sur des fossés que l'on ne voit plus pour vous montrer que justement tout n'est pas visible à l'œil nu. On est en milieu forestier, et même sur une photo aérienne ou un survol de la forêt, on voit pas forcément, et on n'arrive pas à juger de l'ampleur et de juger exactement de l'essentiel des dysfonctionnements. Mais pour ça, on a été aidé par une technologie qui est nouvelle. Je pense que, en tout cas, elle est accessible pour le commun des gestionnaires depuis le début des années 2010. C'est les modèles numériques de terrain, donc la topographie réelle de la surface
du sol qui fait fi de la végétation grâce à l'outil LIDAR. Vous l'avez dit trop vite, l'outil LIDAR, parce qu'on va en entendre parler jusqu'à ce soir, des images LIDAR. Je ne suis pas certaine que tous celles qui nous regardent sachent exactement ce que c'est. On va prendre le temps d'expliquer vraiment ce que c'est. C'est là cette très belle image à gauche là que l'on voit. Alors ce que c'est exactement et la technique d'acquisition, je suis pas un spécialiste, je saurais pas vous dire. Mais en gros, c'est un aéronef, avion, hélicoptère, drone maintenant, qui survole le terrain et qui par un envoi de faisceau laser et en mesurant la réflexion du faisceau laser sur le sol, arrive à mesurer très précisément à quelques centimètres près la topographie, malgré la végétation, comme on voit sur cette photo aérienne à droite. Que là, qu'on comprenne bien, l'image LIDAR à gauche, c'est la même chose que la photo. C'est exactement la même chose, sauf qu'à gauche, c'est une interprétation de ces points acquis par ce survol d'un avion et ces rayonnements laser. Et là, quand on interprète ces données brutes que nous renvoie l'avion, on a la topographie, l'altitude du terrain qui apparaît. Dans le cas présent, en rouge, c'est les parties les plus hautes, en vert, c'est les parties les plus basses. On voit qu'on a environ 1,50 m, 2 mètres d'écart entre les parties basses et les parties hautes. Donc on ne parle pas de la montagne jurassienne, on est vraiment dans les tourbières relativement planes. Et la zone blanche, c'est le lac qui est le lac des Rousses. Et quand on regarde cette carte, on voit tout de suite des éléments qui ne sont pas normaux. Il y a trop de lignes droites. Ces lignes droites, ce n'est pas naturel. Ouais. La nature, elle ne fait pas autant de lignes droites en un même endroit, c'est ça en fait? Quasiment jamais, c'est vraiment des particularités. Et autant de lignes droites, ce n'est pas naturel. Et là, on voit que c'est l'homme qui est intervenu. Donc on voit très bien les zones vertes au milieu des zones orangées, c'est les points bas, donc c'est des fausses exploitations, l'endroit où l'homme a exploité la tourbe pendant 150 ans environ. Et quand on regarde dans le détail, on voit des alignements au sein des zones orangées. Et ça, c'est des fossés que l'on n'arrivait pas à voir sur le terrain parce qu'ils étaient masqués par la végétation. Et c'est à partir de là qu'on a appris à les voir et que sur le terrain, on a appris à les détecter. Et on pensait qu'ils n'étaient pas actifs, qu'ils n'avaient pas de fonctionnement drainant parce qu'on ne voit pas d'eau en surface. Mais finalement, quand on regarde un peu plus et qu'on a investigué, on s'est rendu compte que sous ce fossé recouvert par la végétation, 1,50 m ou 2 mètres plus bas, l'eau coule et l'eau est drainante. Et ça, c'est un élément vraiment important. Un fossé est presque toujours actif, même si on ne voit pas de l'eau en surface. Il faut vraiment veiller à bien diagnostiquer cet élément-là. Il y a une question de François Rollin qui est avec nous encore et qui, je pense que c'est vraiment directement lié au LIDAR, qui demande on peut aussi lire le parcellaire cadastral. Alors c'est effectivement une très bonne transition, c'est que on regarde. Et c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès en plus, je ne pense pas en tout cas. C'est que on voit que l'exploitation est calquée sur le cadastre actuel. Et pourquoi? C'est qu'en fait, on est dans la tourbière des Rousses sur une exploitation qui était familiale. Ce n'était pas une exploitation publique de la tourbe. Et chaque famille avait sa parcelle avec les divisions successives. Les parcelles se sont limitées. Et on redit que c'était pour le chauffage. Hein. C'était pour le chauffage. Il faut le repréciser. Oui, c'est vraiment le chauffage à une époque où, en fait, le bois était peu accessible dans le Jura. On avait presque plus de forêt dans le Jura, ce qui est étonnant. Actuellement, on a 60-70% du territoire qui est couvert par la forêt. À l'époque, on était à peine à 20-25%, et surtout des forêts qui étaient réquisitionnées pour d'autres usages que le bois de chauffage. Et c'est pour ça qu'il y a eu un report sur la tourbe pour se chauffer. Donc, on a aussi Jean-Richard du Lac des Rouges Truites qui nous dit que l'ONF, l'Organisme national des forêts, l'utilise aussi, le LIDAR, toujours, pour les comptages forestiers, par exemple. Oui, alors là, on parle bien du LIDAR dans cet usage-là. C'est un outil qui est magique et qui sert à énormément de choses. On ne va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais effectivement, ça sert à beaucoup de choses. Mais nous, en tant que gestionnaires, avec des capacités analytiques qui ne sont pas celles de chercheurs, on arrive malgré tout à détecter beaucoup de choses. Et effectivement, donc, du coup, pour revenir à cette problématique du foncier, cet exemple est aussi marquant. Quand vous parliez au début de autant de propriétaires que de tourbières, là, vous avez une tourbière, à peu près 200 propriétaires. Donc ça aussi, dans la préparation des travaux... C'est pas à minimiser dans l'étude préalable de savoir comment on va pouvoir agir. Mais en tout cas, une fois qu'on a croisé tous ces éléments-là,
on a compris quand même quels sont les facteurs qui drainent l'eau, qui l'évacuent, et on ne l'a peut-être pas assez dit, mais l'évacuation de l'eau, c'est un problème majeur pour la pérennité de nos tourbières, parce qu'à partir du moment où l'eau disparaît de la surface du sol, donc en sous-sol, mais vraiment proche de la surface, l'oxygène rentre dedans, les micro-organismes deviennent actifs, et la tourbe qui s'est accumulée au cours des siècles se dégrade, se transforme en CO2. Donc, on est parti directement en disant qu'il faut retenir l'eau, mais on n'a même pas expliqué pourquoi, mais c'est pour ça, c'est que c'est l'eau qui bloque les processus de dégradation de la tourbe en empêchant ou en minimisant l'action des micro-organismes. Et le drainage passé, même s'il est plus actif, ça fait 50 ans, 60 ans qu'il n'y a plus personne qui vient exploiter la tourbe, qui ne fait plus de fossés dans la tourbière des Rousses, mais la tourbière continue de se dégrader par ce drainage et cette évacuation de l'eau progressive. Et ça, c'est un élément important. Donc là, on est dans un système qui était relativement simple, en tout cas qui était perceptible avec un peu d'expérience par nos propres investigations, d'un drainage qui vient du bassin versant du rebord et qui va jusqu'au lac, parce qu'il est hérité de la simple exploitation de la tourbe. Et de tous ces éléments-là, de toutes ces études, vous nous avez bien expliqué. On arrive à un programme d'action. Voilà, viennent les idées de dire, on pourrait faire ça et on pourrait le faire de telle manière. Voilà, ça, hein. Donc on regarde qu'est-ce qui est faisable, on le confronte avec le cadastre de tout à l'heure, on contacte tous les propriétaires, savoir quels sont ceux qui ne sont pas opposés aux travaux, parce qu'on va travailler chez les gens. Et après, on arrive ici, dans cet exemple-là, à une investigation sur le cours d'eau incisé que l'on a vu tout à l'heure pour le remettre en équilibre avec le terrain, le remonter en altitude, le remettre sur un tracé en plan qui est conforme, on verra ça plus tard, et comment réagir sur tous ces fossés qu'on ne voyait pas sur le terrain parce qu'ils étaient masqués par les éricacées, les érelles, les différentes calunes et autres qu'on ne voit pas, alors que le LIDAR nous a permis de les détecter, donc on a pu mesurer comment les oblitérer pour enlever leur fonctionnement, et puis les fausses exploitations, les zones où la tourbe avait été exploitée par les habitants par le passé, est-ce qu'on est en mesure de les remettre en eau pour que la dynamique reparte et qu'on soit de nouveau dans de la production de tourbe et plus dans la dégradation de la tourbière? Ce temps d'études préliminaires, il se situe combien de temps avant le début des travaux? Alors, c'est extrêmement variable. Un site très simple sur une petite tourbière très évidente, on pourrait presque, dans l'extrême, dire que ça prend une journée pour vraiment, avec un peu de recul, ça prend une journée ou deux pour vraiment percevoir les enjeux. Certains sites, c'est beaucoup plus long. Tout dépend des difficultés d'investigation. Et après, entre le moment où on sait ce qu'on veut, ce qu'on pense devoir faire pour restaurer, il y a des deltas qui sont très variables en fonction du temps d'obtention des autorisations des propriétaires, des éventuelles autorisations administratives, parce qu'on ne fait pas des travaux comme ça. Il y a un cadre réglementaire pour préserver les zones humides dans lequel on s'insère et où il faut faire les démarches qu'il faut. On est sur des sites qui ont des vocations de préservation de la biodiversité importantes. Donc il faut bien que nous aussi, on fasse la démarche de veiller à ce que notre action soit bien dans un cadre réglementaire approprié. Et c'est vrai que quand je vous ai présenté, j'ai dit on va commencer avec vous, Pierre, à aborder des cas simples, relativement simples. On comprend là que non, c'est pas si simple que ça, mais on avait des éléments de départ. Voilà. Et c'est abordable. En fait, ça, c'est un message aussi. C'est que ça fait peur, une tourbière comme la tourbière des Rousses, parce qu'il y a des enjeux importants. On est dans les plus belles tourbières du massif, avec la plus grosse diversité. On pourrait même se dire, la biodiversité est déjà tellement bonne. On va pas toucher. Peut-être qu'il faudrait surtout pas y toucher, mais si, parce qu'en fait, quand on regarde dans le détail, elle est très bonne à certains endroits, mais elle est en train de se dégrader très vite à d'autres, et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un fonctionnement plus large. Et surtout, le message qu'on veut donner, c'est qu'avec un peu d'expérience, à un moment, il faut oser agir en y réfléchissant, et on peut le faire en tant que gestionnaire sans toujours prendre 10 ans de connaissances, d'études et autres, comme le disait François Rollin tout à l'heure. Il faut pouvoir passer à l'action à un moment, tout en ayant bien vérifié qu'on a les éléments suffisants pour ne pas se tromper. Oui, parce que, et je rebondis sur ce que vous disiez juste avant, ça fait encore débat, la question de savoir est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on laisse, parce que finalement, aux Rousses, on voit qu'il y a une biodive qui est là. C'est un débats. Sujet ou pas? C'est des sujets permanents, et c'est des sujets, en fait, les tourbières sont naturellement des milieux qui évoluent.
Et naturellement, une tourbière, notamment quand le haut marais, le tourbière bombée se constitue, on sait que naturellement, elle va avoir tendance à s'assécher au cours des siècles ou des millénaires et elle va se boiser, etc. Donc on pourrait finalement se dire qu'on est là sur un site qui est dans un état climatique, donc la fin de sa vie. Sauf qu'en fait, quand on regarde bien, ces tourbières-là, et notamment les analyses passées du sous-sol tourbeux, nous donnent qu'on a eu des évolutions au cours des siècles en fonction du niveau du lac, etc. Mais que là, on est dans une situation où le vieillissement s'est accéléré. Si on veut schématiser, en gros, on a perdu peut-être 3 000 à 4 000 ans de vie de la tourbière en 40 ou 50 ans. Et c'est là où on se dit que, attention, on peut quand même contrebalancer ça, essayer de pérenniser, et surtout dans le contexte actuel du changement climatique, des sécheresses un peu plus longues l'été et un peu plus chaudes, et la disparition de l'eau en surface, on sait que ça va encore s'accélérer, cette évolution et cette dégradation. Donc retenir l'eau, comprendre sur le fonctionnement hydrologique, et en tout cas lui redonner une capacité de réhabilitation et après d'évolution plus naturelle, ça nous semble primordial, et surtout dans nos moyennes montagnes. Là, on est à 1060 mètres d'altitude. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été aussi clair sur cette présentation. Juste une question subsidiaire de Sonia Guitonneau. Le LIDAR suscite beaucoup de questions. Je ne sais pas qui de Geneviève ou de vous, Pierre, va répondre. Sonia demande bonjour, donc bonjour Sonia. Quel est à peu près le coût pour obtenir des images LIDAR sur une tourbière de cette surface? Vous avez la réponse? Alors là, c'est en perpétuelle évolution. Je n'aurai même pas les derniers chiffres. C'est une technique qui coûte de moins en moins cher. Clairement, là, c'est des acquisitions de LIDAR qui datent d'il y a 10 ans. C'était une technique onéreuse. C'est de moins en moins cher. Si on se focalise sur un site avec du drone, je n'ai pas les chiffres, mais c'est quelques milliers d'euros. Ce n'est pas les données brutes. Après, il faut pouvoir les analyser. Ce n'est pas très compliqué. Mais c'est quelque chose qui n'est plus rédhibitoire, à mon sens, maintenant, par rapport à l'intérêt que ça peut avoir. Ok. Et puis là, il va falloir m'aider à décrypter, mais je vous relais, et après j'en arrive à vous, Geneviève, c'est promis. C'est Émilie Bartoulot qui nous signale un autre live conséquent, c'est le projet Artisan. Vous connaissez? Non. Bon, ben voilà, vous lisez avec moi. Lancé fin 2020 et piloté par l'OFB. Alors moi, l'OFB, là, j'en connais des sigles, mais pas celui-là. C'est Office français de la biodiversité. Ok, d'accord. Pardon pour ne pas avoir fait le lien. Non, mais pas de problème. Voilà, qui a pour objectif de déployer des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique à l'échelle de la France à l'horizon 2027. Eh bien, merci Émilien, je crois que j'ai dit Émilie, pardon, Émilien, de nous avoir signalé ce projet Artisan. Merci Pierre, mais vous restez avec nous. Hein. Geneviève Magnon, je reviens vers vous, donc chargée de mission à l'EPAGE, hein, je le redis. Avec vous, on va s'intéresser à d'autres cas. On est toujours sur cette idée d'études que l'on mène, des études préliminaires avant d'envisager et bien sûr de démarrer quelques travaux que ce soit. On va être sur des cas peut-être un petit peu plus compliqués et toujours dans cet objectif de comprendre ces phases préparatoires. Alors, petit 1, un très grand site aussi, c'est la tourbière de Frasnes. Oui, la tourbière de Frasnes. Alors, sans doute que les amis tourbeuses et tourbeux de France connaissent tous au moins deux noms. C'est rigolo, excusez-moi, mais vous dites ça comme ça. Vous êtes tourbeux. Vous êtes des tourbeux. Ouais, les tourbeux. C'est rigolo. Moi, j'étais journaliste, on disait les journaleux. C'est pour ça que ça me fait rire. Voilà. C'est sympa. Ça fait, voilà. Bon, voilà, pardon, on y va. Notre petite famille qui s'agrandit quand même. Frasnes, donc on est sur le territoire du Haut-Doubs, la limite juste du Jura. Très connu parce que, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, il y avait une station biologique à côté à Bonnevaux où de nombreux universitaires ont traîné leurs bottes dans ces tourbières et ça nous a beaucoup aidé puisqu'on a justement une masse bibliographique extrêmement intéressante sur ce site-là. Alors pourquoi Frasnes? Bah oui, parce que Frasnes c'est du XXL encore une fois. On est sur un massif tourbeux. On devrait avoir quelques images. Oui, on va avoir des images. Voilà, de vol de drone. Voilà, c'est superbe. Il y a de la forêt, hein. Voilà. Alors il y a de la forêt, mais c'est de la tourbe. Voilà. Donc vous imaginez 300 hectares qui sont beaucoup forestiers. Hein. Les 2 tiers sont couverts par de la forêt. Donc, pour reprendre les termes de Pierre, on n'y voit pas grand-chose en termes de circulation d'eau là-dedans. On a un contexte où on voit les arbres se développer de plus en plus, notamment dans cette zone qu'on voit à l'image, hein, une espèce de combe qui se remplit d'arbres.
Et tout ce que vous avez sous vos yeux, là, c'est de la tourbe. Alors, c'est ce qu'on appelle des pessières sur tourbe, des forêts d'épicéas sur tourbe, c'est des pinèdes à crochets. Et puis, c'est aussi de la tourbière active, ces zones plus ouvertes qu'on peut voir ici à l'écran. Donc, d'emblée, vous... Alors, moi, la néophyte que je suis, je me dis, bah oui, il y a des forêts, je vois des épineux, c'est normal, on est en montagne, voilà. Vous, d'emblée, vous dites, comme vous n'êtes pas néophyte, vous dites, non, mais là, il y a un truc qui cloche. Là, il y a un truc qui cloche parce que, effectivement, l'analyse des photos aériennes du dernier siècle montre que la forêt a énormément fermé la tourbière. On est en réserve naturelle et c'est à l'époque du plan de gestion, du premier plan de gestion, où l'idée, ça a été de dire, comme j'ai dit à 25 ans, on va couper des arbres. Et là, on a dit, non, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Si l'arbre pousse, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et là, je vous donne en mille. Qu'est-ce qui va vous aider ? La star du jour, le lidar. Alors là, comme on est effectivement sur un site très très grand, un petit peu compliqué, vous voyez l'image lidar ici, au-delà du fait que c'est beau, il y a des couleurs, il y a des formes très diverses, on a un paysage qui est marqué par des formes géographiques très nettes. C'est des fossés de drainage, c'est des fausses exploitations de tourbe, et puis on a deux espèces d'antennes toutes vertes où on voit qu'il y a deux espèces de vallons qui se dessinent. Alors, c'est pas moi qui ai fait cette analyse. Et là, pour le coup, on s'est à nouveau rapproché de personnes qui nous ont aidés. C'est des bureaux d'études suisses, l'INECO. C'est Pierre Goubet, expert, qui est venu faire des carottes de tourbe, nous aider à faire des datations, des analyses de macro-restes. C'est l'Université de Franche-Comté qui est venue investiguer. Et il y a un élément sur ce lidar qui nous accroche l'œil, que j'ai cerclé en blanc. C'est ce qu'a présenté Sylvain, c'est une doline. On est sur du karst. Voilà. Alors, un karst, c'est une zone où l'eau s'en va dans le sous-sol. Et on est quand même sur une tourbière qui retient l'eau. Donc, c'est un élément du paysage qui interpelle. C'est comment ça fonctionne. Et parce que vous savez que vous vous dites que c'est un dysfonctionnement. Alors, au départ, on essaye de comprendre le fonctionnement avant de dire que c'est un dysfonctionnement. Voilà. Parce que, excusez-moi, je pensais que quand même ce fonctionnement-là, vous le connaissiez déjà. Alors, moi, j'allais dans la forêt de Frasnes. Les fossés qu'on voit sur le lidar, on ne les voyait pas à l'œil nu. On voyait deux, trois traces de végétation un petit peu étranges. Je ne pouvais même pas dire dans quel sens l'eau coulait. Voilà, pour vous dire à quel point c'était un petit peu compliqué à percevoir. Voilà. L'eau était en sous-écoulement, le plus souvent invisible. Donc l'aide du lidar nous permet de voir la structure du sol. Quand on enlève les arbres, etc., on se débarrasse de tout ça qui nous masque le paysage. Et là, on a enfin accès au sol. Et là, du coup, c'est quoi tout ce petit réseau-là ? Alors là, une fois qu'on a pu faire travailler notre modèle numérique de terrain, on peut tracer un espèce de modèle hydrologique. C'est-à-dire que la goutte d'eau qui va tomber sur le sol, elle va aller du point le plus haut vers le point le plus bas. Et grâce au lidar, on a des logiciels qui nous permettent de tracer le modèle hydrologique et de nous montrer qu'effectivement, on a un rassemblement de tout un réseau d'eau qui part dans cette doline. Et on se rend compte que tout le réseau de drainage qui a été réalisé, et ça c'est les éléments historiques qu'on est allé chercher, en 1865 pour les premiers aménagements forestiers. Là, pour le coup, ce n'est pas l'exploitation de la tourbe qui a modifié structurellement le fonctionnement de la tourbière, c'est l'aménagement forestier de la commune il y a un siècle et demi. Donc on a essayé de se débarrasser de l'eau pour faire pousser des épicéas, tout simplement. L'épicéa n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Donc on a structuré un réseau de drainage. Il y avait une évacuation, comme l'évacuation de la baignoire, assez simple, c'était la doline. Et vous êtes allé un petit peu plus loin ensuite avec d'autres techniques. Vous avez carotté, vous avez utilisé des prisomètres. Alors, la surface du sol, c'est une chose. Ensuite, on essaye de voir l'eau, à quelle profondeur elle est, la nature chimique de cette eau, c'est important. Si on est sur du karst, de la moraine ou sur de la tourbière acide, on n'aura pas la même eau. On est même allé, avec l'aide de nos collègues universitaires, jusqu'à carotter le sous-sol pour voir quelle était la structure de ce sous-sol, dans la mesure où on voulait aussi proposer des aménagements et que ces aménagements tiennent dans le sol. Et puis, j'ai cité tout à l'heure des datations, des analyses de macro-restes. C'est une espèce d'enquête, c'est-à-dire qu'on va aligner les éléments, comme l'a dit Pierre, on va faire un faisceau d'éléments cohérents. On pourra travailler pendant 500 ans sur la tourbière de Frasnes. On ne sera jamais au bout. Voilà. C'est pour ça que je parlais d'investigation tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est ça. Et on va essayer d'aller
vers la cohérence entre les modèles numériques, entre la théorie et ce qu'on voit sur le terrain. Pour, au final, comme on l'a vu avec Pierre tout à l'heure, décider de définir les travaux à mener. Vers un projet qui a été proposé ici par un bureau d'études et qui nous permet de supprimer ce faisceau de drainage et de renvoyer l'eau dans la conque d'écoulement naturelle où elle allait avant le drainage. Tout ça en ayant fait des carottages dans cette conque tourbeuse préalablement. Allez-y, Pierre. En fait, ce qu'on ne perçoit peut-être pas dans l'exposé, c'est que là, c'est vraiment en regardant aussi qu'est-ce qui se passe au fond de la tourbière, au niveau du sol, entre le sol minéral et la tourbe, que l'INECO et Geneviève ont pu comprendre le dysfonctionnement hérité du drainage et qu'en fait, les eaux qui s'évacuaient vers la doline du Créola, ce n'était pas du tout le fonctionnement naturel d'origine, alors qu'on aurait pu l'imaginer, parce qu'avec l'évolution et le temps, la tourbe s'est complètement dégradée, donc finalement la pente amenée naturellement ici. Mais quand on regarde comment ça c'est la genèse historique, et c'est là où les datations et le sous-sol est très important, et c'est là où la troisième dimension, voire même la quatrième dimension est importante, le temps, et comprendre l'évolution dans le temps, ils ont pu comprendre qu'en fait, on avait complètement inversé le bassin versant avec nos actions et le temps de dégradation de la tourbe. Donc c'est pas rien. N'hésitez pas à poser vos questions à Geneviève, à Pierre, surtout ce qu'ils sont en train d'expliquer, on peut y répondre. Alors on fait cours sur 10 ans d'études et de travaux. Voilà, ça va être une de mes questions. Il y a un recueil d'expériences du programme LIFE qui va sortir et du coup on a évidemment quelque chose de plus conséquent qui va être publié et sur la tourbière de Frasnes et sur celle qu'on va voir maintenant qui est celle de la Grande Seigne. Voilà, le projet est développé de A à Z. Ici on fait court parce que le format est contraint. Oui, non, mais ça va. Donc, deuxième exemple, on va sur la Grande Seigne avec une exploitation très, très importante là, de la tourbe. Elle a été saignée. Alors là, on est aux portes de Pontarlier. Donc, cette tourbière, les publications historiques des frères André nous montrent qu'il y a au moins 2 siècles d'exploitation de tourbe. Il nous manque 2 mètres, 3 mètres, peut-être plus de tourbe qui a disparu en fumée. Donc, d'épaisseur, pour qu'on visualise bien le truc. D'épaisseur de tourbe sur à peu près 200 hectares. Donc, forcément, on n'est plus sur un écosystème naturel, on est sur un socio-écosystème, puisque l'homme est venu mettre son empreinte et a modifié radicalement la circulation de l'eau dans ce... Je croyais que parfois la nature savait se réparer toute seule après des interventions aussi importantes et massives de l'homme, mais pas toujours. Alors pas toujours, parce que quand on modifie les circulations d'eau dans des écosystèmes comme les tourbières, qui sont des écosystèmes aquatiques, la tourbe c'est 80 à 90% d'eau, donc si on modifie cette circulation-là, effectivement, on ne peut pas remettre en place tous les systèmes. On ne cherche pas... Le terme restauration est toujours un peu compliqué entre nous. On ne restaure pas de la tourbe qui a disparu. Celle-là, elle est partie. On ne peut pas en refabriquer, celle-ci. On va essayer de remettre le curseur dans le bon sens pour que de la tourbe puisse se reformer. Voilà à quoi on recrée le processus, quoi. Voilà, on recrée le processus qu'on appelle de turfigénèse. Ce qui est perdu est perdu. Bien sûr, voilà, bien le sûr. terme restauration est... On ne va pas retrouver ce qu'on avait il y a 200 ans. Vous remettez en état de fonctionner. On remet les curseurs dans le bon sens pour à nouveau accumuler de la tourbe. On revient à la Grande Seigne. On a vu, donc on a compris l'exploitation massive pendant très longtemps. Et puis vous avez compris petit à petit ce qui s'était passé, l'assèchement d'où il vient, parce que c'était ça, il y avait un assèchement important. Voilà, là il y avait un assèchement important. C'est pour le coup vraiment les fosses d'exploitation de tourbe qui ont créé des talus profonds et qui ont permis de rediriger l'eau carrément, au lieu que ça coule de sud au nord, ça coule de l'est à l'ouest. Oui. On s'aide à nouveau de ces outils du LIDAR. On s'aide également de nouvelles techniques qui nous viennent aussi grâce à nos collègues suisses et qui travaillent, eux, avec des Allemands sur de la transmissivité. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça nous aide aussi à percevoir le potentiel de régénération de cette tourbière. Avec... Juste qu'on comprenne, c'est le passage du LIDAR à l'autre schéma, c'est ça ? Les circulations de surface, encore une fois, avec la topographie, tout ce qui est rouge est assez élevé. Donc là, on a une butte de moraine toute rouge. On voit d'ailleurs des petits trous qui sont des trous d'anciens tirs militaires. C'est pour vous dire que ça sert à plein de choses, notamment les historiens. Le LIDAR s'en servent énormément, les archéologues. Et puis, on voit très bien l'eau se dessiner sur l'image du haut. Et
L'image d'en bas, on croise la topographie, la pente, la tourbe, pour voir comment l'eau s'écoule dans cette tourbe et où est-ce qu'on aura la capacité à la retenir le plus. Et où est-ce qu'on pourra plus facilement régénérer de la tourbe. Parce que ça, on ne le savait pas. Dans quel sens allait l'eau, vers où elle allait. C'était pas évident. C'était pas évident. On avait les grandes lignes. Après, la difficulté sur ce site-là, c'était de percevoir comment est alimenté le système. C'est-à-dire les sources d'approvisionnement. Voilà, c'est ce qu'on a sur cette image. C'est qu'on est aux portes de Pontarlier. Et en fait, on a un approvisionnement d'eau qui vient de sources. Toutes les flèches bleu foncé du bas montrent qu'on a des sources qui sortent de cette moraine et qui ont généré cette formation importante de tourbe. Sauf que les grandes fosses de drainage ont dévié le flux d'eau qui devait normalement traverser l'ensemble de la tourbière. Donc, on a compris qu'on était sur une tourbière alimentée par des eaux de source, donc calcaires. Ça arrivait par le fond, ça arrivait par les côtés, et également par l'eau de pluie, évidemment. Donc à partir du moment où on a compris ça et vérifié par de multiples étapes que nos collègues ont investigué de façon très, très précise, et bien là, on a pu commencer à réfléchir bassin versant. Comment ça fonctionnait avant. Voilà. Et c'est ça, c'est ce qu'on voit là. Notre hypothèse, parce qu'évidemment, on ne la vérifiera jamais, ce qui est parti, c'est qu'on avait une alimentation d'eau du sud vers le nord. Et l'exploitation de tourbe a complètement détourné l'eau de l'est vers l'ouest. Donc, l'idée, c'est de reconstituer ce mode de fonctionnement, puisque l'alimentation des sources, elle existe toujours. Donc, on reconstitue comment? Avec des ouvrages que l'on va créer, finalement. Voilà, on va créer des ouvrages qui vont bloquer l'eau. Donc, vous avez un ensemble, là, c'est, voilà, on passe au plan. Une fois qu'on a ce diagnostic et tous ces éléments cohérents, on passe au plan où on va proposer, et pour le coup, c'est le bureau d'études nous propose 10 barrages conséquents. Donc là, il y a plus d'1,5 km de palissades pour obliger l'eau à repasser dans le sens naturel d'écoulement. Je crois qu'on a une autre photo aérienne à regarder peut-être. Voilà, c'est quoi ces grandes masses alors marron, ça, là on passe du plan à la réalisation. Ces travaux ont été réalisés en 2018 et 2019 parce que là, voilà, vous percevez aller emmener des pelleteuses là-bas au milieu. Ben si, on l'a fait. Comment s'apercevoir? Voilà, on l'a fait. C'était pas simple, mais en tout cas, les entreprises ont eu l'ingéniosité d'y arriver. Et bien ces grandes digues permettent aujourd'hui de faire retraverser l'eau dans le sens d'écoulement naturel et d'approvisionnement naturel qui était le leur avant exploitation. Pierre, Geneviève, est-ce que ce type d'études préalables, très consciencieuses, on a parlé d'enquête, d'investigation, on voit que c'est très précis, est-ce que ça a été systématiquement mené sur tous les sites où vous êtes intervenus? Non, bien sûr que non, et heureusement, autrement on n'aurait pas pu travailler sur 52 tourbières. Là, on est vraiment dans des cas déjà qui était très connu depuis longtemps, donc on avait déjà beaucoup de données. Là, on avait l'antériorité avant le programme LIFE, mais on est dans un cas qui est compliqué. On n'est pas du tout dans le cas conforme que j'ai présenté au lac des Rousses de la tourbière telle qu'on l'imagine, qui est en train de progressivement de combler un lac. Mais dans le Haut-Jura, la partie plus au sud du massif, finalement, on a l'essentiel des tourbières et un comblement lacustre. Et là, on est sur des fonctionnements qui sont plus faciles à percevoir. Il y a toujours des subtilités, il y a toujours des éléments de diagnostic qui peuvent être améliorés, mais finalement, ce fonctionnement conforme est a priori suffisant pour orienter une action de réhabilitation. Alors que là, un fonctionnement, entre guillemets, conforme de juste boucher le fossé, comme ça avait été tenté dans les années 90, alors ça avait été mal réalisé parce qu'on ne savait pas faire, mais on aurait pu, là, simplement le boucher, ce petit fossé, bien, histoire qu'on n'en parle plus. Mais finalement, comme dans le cas du Créolard, l'exploitation avait été telle que c'est toute la topographie de la tourbière qui était transformée, et du coup, toute la partie nord, ouest, qui était asséché. Et finalement, boucher ce petit fossé, c'était pas faire grand-chose. C'était pas faire grand-chose, oui. On a compris, vous avez beaucoup parlé, Geneviève, de l'apport de vos collègues suisses ou allemands, et on parlait en introduction du travail collaboratif. C'est ça aussi, pour comprendre, là, dès le départ, il faut s'y mettre à plusieurs. On est toujours d'accord ? On est toujours d'accord, c'est qu'il faut aller chercher les compétences là où elles sont, éviter de faire reproduire des erreurs qui sont faites et s'inspirer de ce qui fonctionne et des gens qui savent faire, évidemment.
Et ça, c'est un gros plus des programmes LIFE, on peut quand même le souligner, c'est qu'il y a des réseaux de programmes LIFE à l'échelle européenne. On n'est pas les seuls à travailler sur des tourbières. Hein. Ça se fait dans tous les pays scandinaves, en Belgique et autres. Et c'est des échanges qu'on a générés, qu'on a été voir comment ils font, même si ce n'est pas exactement les mêmes tourbières, mais ça nous permet de voir quelles expériences ils ont, quelles choses ils ont fait. Les Suisses, malheureusement, ne sont pas dans la Commission européenne, donc ils n'ont pas de LIFE, mais ils ont quand même travaillé dessus. Et c'est vrai que cet échange, aller voir en dehors de notre prisme habituel, c'est un élément important pour évoluer. Et ce travail partenarial et ce que les LIFE proposent, ça, c'est un moyen aussi de gagner en compétences localement en allant voir ailleurs. Puis quand même une petite question subsidiaire. Comment vous êtes sûr, vous menez les études, on le voit, c'est très précis, très consciencieux, vous avez des outils de plus en plus perfectionnés pour le faire, et puis il faut décider des travaux qu'on va mener. Comment on est sûr de ne pas se planter ? On n'est pas sûr. On n'est jamais sûr. Et ben voilà. On n'est jamais sûr, évidemment. Après, on prend suffisamment de précautions. Voilà, je parlais tout à l'heure d'un faisceau d'éléments cohérents entre eux pour asseoir notre projet. Donc, on n'a pas eu de soucis sur l'ensemble des projets qu'on a conduits. Parce qu'ils ont été quand même bien... Enfin, c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais je pense qu'ils ont été bien pensés. Après, le diable se cache dans les détails. Ça va être le moment où la pelleteuse va venir. Et il ne faut pas qu'elle passe ici, mais il faut qu'elle passe à 3 mètres. Parce que sinon, elle va créer une petite dépression où l'eau va s'enfiler. Donc, il y a la conception et il y a la partie réalisation où chaque détail va compter. Ouais. Et c'est là qu'on parlait tout à l'heure du travail d'orfèvre, un peu quand même, malgré les moyens déployés. Et pour revenir une nouvelle fois sur le côté partenarial, c'est que quand on a un doute, on n'est pas tout seul grâce à un programme comme ça, où on est plusieurs structures avec des expériences et des approches différentes et des sensibilités, certains qui sont plus botanistes, certains qui sont plus hydrologistes, certains plus géologues. Et du coup... quand on a un doute, on a aussi les collègues qui peuvent venir et on partage nos doutes et ça nous permet de les lever le plus souvent, en tout cas. Oui. Ça, d'oser. Ce dont on est sûr, c'est que si on ne fait rien, la tourbière va continuer à se dégrader et peut-être à vitesse accélérée avec ce qu'on connaît dans les étés récents. Voilà. D'où on revient à cette idée d'action. Préserver, c'est une chose, mais on ne répare pas de tout, mais régénérer, remettre en fonction, en état de marche, en fait, c'est urgent. Toute dernière question, je ne sais pas même s'il y a une réponse possible, mais sur cette phase d'études préliminaires, ça a pris combien de temps ? Ça s'est fait tout au long, finalement, ou est-ce qu'on a fait toutes les études avant de commencer les travaux ? Non. Non, on a enchaîné voilà, les étapes les unes après les autres. On avait des études, des travaux en même temps. Voilà, on n'avait que 7 ans, même si ça peut vous paraître long, que 7 ans pour faire 52 tourbières. Voilà, donc tout se faisait à la suite, sachant qu'on est quand même dans un pays de montagne où il y a de la neige l'hiver et on ne fait pas de travaux pendant une grosse partie de la saison. Ensuite, on a des oiseaux qui nichent, donc on ne fait pas de travaux. Voilà, donc nos saisons d'intervention... Oui, on fait un peu gaffe quand même, quoi. On fait quand même un peu attention à ce qu'on fait. On a des enjeux aussi de biodiversité du coup, voilà, tout est millimétré quand même sur la période. Ça, c'est un élément important. On verra plusieurs fois des grosses pelleteuses, des fois, sur nos photos, on a l'impression qu'on a tout saccagé parce qu'on a de la tourbe à nu partout. Il faut toujours bien relativiser. Ça n'est qu'une petite partie de la tourbière pour avoir des effets dilués partout. Et on verra à chaque fois que la cicatrisation se fait quand ça a été bien fait. Quel teasing. Vous m'avez fait la transition parfaite pour dire que cette première partie est terminée, mais qu'on va se retrouver cet après-midi. En particulier, on va rentrer vraiment dans le dur en parlant des travaux, en les montrant, on va commencer à se demander si on voit déjà des effets. Alors, on verra que c'est souvent trop tôt, mais que quand même, à plein d'endroits, on voit que les travaux ont réussi, mission accomplie. Donc ça, on va en parler dans le détail, évidemment, cet après-midi, puis on se projettera dans l'avenir. On découvrira qu'un programme live peut parfois en cacher un autre. On parlera de tout ça. Merci beaucoup, Pierre, Geneviève. On vous retrouve dans la journée, bien sûr. Merci à vous d'avoir suivi ce début de colloque. On va tous partir en pause casse-croûte. Et puis, on se retrouve à 14h, même lien de connexion, même endroit, pour poursuivre sur ce web colloque consacré au programme Live Tourbière du Jura. À tout à l'heure.